Acte 4. Sophiae dies, sive, proea. Dédicace. Ma mère est l'âme la plus noble qui soit. Ma plus grande gloire est d'être son fils. C'est pourquoi, comme Alexandre pour Olympias, Saint Louis pour Blanche de Castille, Henri III pour Catherine de Médicis et Napoléon pour Maria Laetitia, je dois à ma mère tout ce que j'ai de bon. Aussi, je lui dédie cet écrit afin qu'elle sache enfin qui est vraiment son fils, pour qu'elle n'ait pas honte de lui, pour qu'elle le prenne comme le prix des peines qu'il lui a infligées, pour qu'elle sache que tout ce qui se fit ne fut pas vain, et pour que, dans les tourments de son esprit, elle puisse enfin trouver la paix. Introduction. Tout ce qui suit m'a causé bien des malheurs. J'y aurais sacrifié toutes mes années de jeunesse. Tant et si bien que si on devait me poser la question « Et toi, à 20 ans, que faisais-tu » je pourrais leur montrer ceci et leur répondre « J'ai fait cela. Je n'ai fait que cela. » Tout ce que j'espère est que cela en valait la peine. Que l'on me permette de le défendre un peu et de le prendre à moi-même comme le prix de mes peines. Certains sans doute y trouveront un redire, diront que ce n'est que de la mauvaise littérature, que ce n'est pas vraiment important, que c'est trop vague, que c'est mal écrit ou en dehors des clous, et ils survoleront tout ceci en un battement de cils, comme celui que l'on passe sur un objet que l'on ne remarque pas. C'est bien possible, leur dirai-je, mais j'ai bon espoir qu'il puisse être utile, malgré tout. Mon époque a abandonné l'idée de la sagesse. Toutes ces méditations oscillent entre des délires mystiques et des élucubrations pseudo-scientifiques qui s'inspirent d'un formalisme logique pour légitimer toutes ces fantaisies. De nos jours, la sagesse n'existe plus que dans le cœur de ceux qui en ressentent le besoin vital. Et c'est pour cela que, à l'heure où j'écris, je suis actuellement le dernier représentant de mon espèce, les philosophes. Je conçois donc ce travail comme la seule œuvre vraiment philosophique de mon époque. Tout le reste n'est que scolastique, rhétorique ou délire mystique. Comme toujours, les académiques auront certainement quelque chose à redire sur ce dernier point, mais je m'accommode d'autant mieux de leur avis que ce travail ne leur est pas adressé. Et je les conseille même de ne surtout pas y prêter attention, car il est de mon avis que, de tous, c'est bien eux qui risquent de le comprendre le moins. On trouvera dans ce qui suit 4 parties, qui suffisent selon moi à parcourir l'ensemble de ce qui est nécessaire à l'exercice de la vie. Le spectateur déduira aisément le reste. On trouvera également une 5e partie avec un rôle bien spécifique. C'est qu'avant de commencer ce qui constitue le cœur de ce texte, il faut d'abord dépasser le point précédent. En effet, dans ce qui précédait, nous étions prisonniers de la mélancolie. Et comme je ne veux pas être de ceux qui font de leur mélancolie un système, ni de ceux qui traduisent en jargon pompeux des idées vulgaires, j'ai donc réduit cette mélancolie à une partie qui, à la différence du reste, est le point de départ de tout et dont il s'agira de dépasser pour pouvoir réellement commencer. Elle est à la fois une partie fondamentale du tout, sans pour autant être véritablement dans le tout, d'où sa fonction distincte des autres. On trouvera également un appendice dans lequel j'y ai mis ce que je ne savais pas mettre ailleurs. Le spectateur est libre de le consulter ou non. C'est d'ailleurs une maxime générale de tout ce qui suit. Je ne suis pas de ces auteurs qui font culpabiliser leurs lecteurs pour les contraindre moralement à tenir leurs livres, ni de ceux qui exigent qu'on les apprenne par cœur comme des livres sacrés. Apprendre par cœur serait opposé au message qui s'y trouve, et à quoi bon retenir de tête un livre entier si on n'y comprend pas une ligne ?
On pourra objecter que dans ce cas, on pourra utiliser cet écrit à des fins qu'il ne vise pas. C'est juste. Mais de deux choses l'une. Premièrement, à moins que l'on en soit un spécialiste, on dénature toujours l'auteur que l'on cite. Secondement, que cet écrit soit mal ou bien utilisé ne relève de toute façon pas de mon pouvoir. Il aura le destin que le monde voudra bien lui donner. Le spectateur n'est donc pas tenu de lire l'entièreté de cet écrit s'il ne l'intéresse pas. Il y a déjà dans le monde bien trop de livres plus importants qui demandent beaucoup de temps et de ressources à leur lecture, et je crois volontiers que le spectateur n'en a que trop peu. Je ne lui impose donc aucune obligation. Qu'il prenne cet écrit comme il l'entende, qu'il le repose si cela ne l'intéresse pas, qu'il garde ce qui lui paraît bien et qu'il rejette ce qui lui paraît mal, qu'il soit libre d'y voguer à son gré selon ce que lui dictent ses intérêts, qu'il prenne le temps nécessaire pour avancer à son rythme, qu'il le prenne comme la discussion d'un vieil ami, le long d'un chemin qu'il peut quitter au moment où il veut se reposer. À celui qui chercherait à en comprendre l'ensemble, je ne lui donnerai qu'un seul conseil, qu'il garde le cap. Il n'y a rien dans ce qui suit qu'il ne puisse comprendre. Si parfois il se sent perdu, qu'il tienne bon. Les choses devraient s'éclaircir au fur et à mesure. Qu'il ne se laisse pas impressionner par l'allure technique de certains passages, car il doit savoir que celui qui les a écrits n'a jamais été très intelligent et que si celui-ci a pu les comprendre, lui y parviendra d'autant mieux. Tout ce qui suit n'est le produit que de beaucoup d'observations et d'un peu de réflexion. À l'inverse, qu'il ne s'étonne pas de la grande simplicité de certains passages. Certaines choses lui paraîtront tellement évidentes qu'il se demandera peut-être ce qu'il est en train de voir. Qu'il sache simplement que ces évidences sont ignorées de bien des gens, qu'il m'a fallu beaucoup de peine pour les trouver, et que certains les conçoivent comme les plus aberrantes absurdités. Il m'importe peu que tout ce qui se trouve ici soit nouveau. Ce qui importe est que j'y suis parvenu par l'effort de mes seules forces, dans un temps où tout concourait à m'en empêcher. Si tout cela, en effet, ne sert à rien, si tout cela a déjà été dit, si la médiocrité de l'écriture en empêche la reconnaissance, si la critique lui enlève tout son prestige, ou si le mépris oublie son existence, le spectateur trouvera toutefois en ce travail une bonne synthèse de ce qui a pu se dire ailleurs et qui nous a donné tant de peine à réunir. Mais cela est déjà trop long pour préparer ce long périple. Cessons dès maintenant cette longue introduction et mettons-nous d'ores et déjà à l'œuvre. Qu'y a-t-il à dire de plus? Sans doute bien des choses, mais pour l'heure, cela suffit.